Bonjour, nous allons parler de densité, de forme urbaine, de ville compacte aujourd'hui. Nous allons parler de ce que les Anglais appellent le pattern. Et nous allons voir quels sont les choix qu'il faut effectuer lorsque l'on veut designer ou planifier la ville. Il y a trois possibilités de s'insérer dans une structure urbaine existante. Voici une ville que je dessine très rapidement. Voilà, avec un centre. Soit la première possibilité, c'est véritablement d'intensifier les franges, d'accord, d'ouvrir certes quelques nouvelles zones, mais on va essayer de construire au maximum la ville sur la ville. Deuxième possibilité, je reprends rapidement mon schéma. Deuxième possibilité de s'implanter, on n'intensifie plus le centre en construisant la ville sur la ville, mais on développe en périphérie de nouvelles zones pour les nouvelles populations à venir. On peut en avoir à peu près partout, mais on n'a plus l'envie d'une densité, mais bien d'un étalement, et puis on continue à faire la ville comme ça. Il faut savoir que majoritairement, c'est ce schéma-là qu'on utilise. Enfin, troisième possibilité, c'est la création de satellites, de nouveaux ou futurs centres qui ensuite deviendront sans doute les nouveaux centres de demain qu'il faudra peut-être intensifier. Donc voilà, c'est les trois manières de venir s'insérer dans la structure urbaine existante. Soit, je le rappelle, par une intensification sur la ville existante, soit par une implantation en périphérie et sur de nouveaux terrains, soit en multipliant les satellites, les villes satellites. La première solution est sans doute la meilleure, celle que l'on utilise dans le 99% est plutôt la deuxième solution. Qu'est-ce que la densité? Deux possibilités, c'est la densité du bâti ou la densité de la population. La densité du bâti ne nous intéresse pas beaucoup. Elle vient de fait au quotidien. Pourquoi? Parce que l'on se rend compte qu'il y a des changements dans les structures sociales. Déjà, les habitants des villes, aujourd'hui dans les villes africaines, le schéma où 3 générations vivaient sous le même toit tend à disparaître progressivement. Ce qui veut dire qu'on a besoin de plus de logements puisque chaque petite entité, chaque génération a besoin de son propre logement. De plus, le nombre de mètres carrés dévolus à un logement par personne a tendance, dans les dernières décennies, à augmenter. On se rend compte avec un certain nombre de difficultés, de crises économiques, que cette notion peut varier relativement rapidement, mais globalement, le nombre de mètres carrés à disposition de logements par personne est en augmentation. Ce qui veut dire que pour la même population, on augmente le nombre de ménages et on augmente le nombre de mètres carrés par personne, ce qui fait exploser la superficie construite. Ça, c'est la première densification, la densification du bâti. Mais celle-là ne nous intéresse absolument pas. Ce qui nous intéresse dans le cas d'une idée d'une ville durable qui serait une ville compacte, une ville dense, c'est la densité de population qui s'exprime en nombre de personnes, en milliers de personnes par hectare ou kilomètre carré. Quelques exemples, on voit que la densité s'exprime en habitants par hectare, avec Dhaka au Bangladesh, 555 personnes par hectare, et puis 64 par hectare à Paris. Donc on voit que entre Los Angeles extrêmement peu dense, Casablanca qui a une très grande densité et Dhaka ou Hong Kong qui ont des hyperdensités, on a une manière de s'urbaniser, une manière de s'implanter qui est extrêmement différente selon les villes que l'on traverse. Voilà un exemple de faible densité. On voit que finalement, pour aller de cette parcelle ici aux quelques parcelles là, on a toute une route. Donc si on remet l'infrastructure, le mètre linéaire, la distance de la route par rapport au nombre d'habitants, on voit que ça coûte extrêmement cher d'avoir de la faible densité. À l'opposé, une haute densité, comme ici,
a un certain nombre d'avantages, nous allons les voir, c'est la ville compacte, mais a aussi un certain nombre de désavantages. C'est un fort coût aussi, une concentration des pollutions, nous en avons déjà parlé, et puis on voit dans un schéma comme ça que l'espace public est clairement absent, et la qualité de vie donc doit s'en ressentir. Donc on voit qu'entre faible densité et forte densité, il y a des avantages et des inconvénients. Nous parlerons de la ville compacte. Il y a une doxa actuelle qui veut plutôt aller vers de la densité. Ce qu'il faut savoir, et je vous dessine le petit schéma ici dans le coin, c'est qu'on a à la fois une hyperdensité qui coûte en énergie et une très faible densité qui est également très coûteuse en énergie. Donc entre les deux, on a ici un optimum qui reste à définir. Et l'optimum de la première ville est sans doute pas l'optimum de la ville numéro 2. Et cet optimum dépend clairement de la morphologie de la ville, du contexte météorologique, du contexte climatique notamment, où on n'aura pas le même optimum dans des villes sahéliennes que dans des villes tropicales. Alors, les avantages de la ville compacte, c'est une accessibilité facilitée, forcément. Ce sont des coûts d'infrastructure relativement faibles. C'est la possibilité de préserver les ressources naturelles, puisqu'on va se mettre plutôt de manière dense et puis libérer les autres terrains. C'est une facilité d'intégration sociale. Et, pour finir, une facilité dans les transactions financières, puisque les gens sont en coprésence. C'est extrêmement facile de marchander, d'acheter, de faire un certain nombre de transactions de main à main. Dernier point, c'est le mais. Mais, forcément, il y a toujours un mais. Et cette ville compacte, nous l'avons déjà dit dans les hautes densités, pose un certain nombre de problèmes de gestion et d'évacuation des eaux, de gestion des pollutions. Gardons ainsi bien à l'esprit que l'on doit faire un arbitrage entre la ville diffuse et la ville compacte, et qu'on doit prendre tous les critères d'évaluation en compte. Sur les questions d'accessibilité, c'est forcément la ville compacte. Sur les questions de changement climatique, c'est pas forcément la ville compacte qui résiste le mieux aux effets du changement climatique. Autre élément congruent avec la densité, avec la forme urbaine, c'est la question de la mixité, de la diversité. La mixité, elle peut être sociale, elle peut être fonctionnelle. L'histoire urbaine nous indique que la mixité sociale relève d'un fantasme de sociologue, souvent, puisque il n'y a que de très rares moments dans l'histoire urbaine mondiale où les populations n'ont pas été clairement séparées et où il y a eu une mixité totale. Alors la mixité est plus ou moins grande, les cas extrêmes étant l'apartheid, mais on se rend compte que les implantations des plus riches avec celles des plus pauvres n'ont pas cours dans les villes, et que cette mixité sociale, qui est un vœu pieux, est extrêmement difficile à mettre en place, et les exemples de l'histoire urbaine sont plutôt là pour nous montrer que ce n'est pas possible à mettre en place. Par contre, la mixité fonctionnelle, ça c'est très facile à mettre en place. C'est quoi? C'est qu'on n'est pas un quartier avec que du résidentiel, un quartier avec que du commerce, mais qu'on est un grand quartier avec à la fois du commerce et du résidentiel. Et c'est ça qu'on prône. Les villes africaines, par définition, sont des villes mixtes, ont une mixité fonctionnelle. C'est ça qu'il faut essayer de maintenir et de garder à tout prix. Lorsque l'on fait une forme urbaine, lorsque l'on choisit faible densité, haute densité, lorsque l'on commence à dessiner, il faut anticiper les besoins futurs. On ne va pas dessiner la forme finale aujourd'hui. Il faut imaginer que ce qu'on dessine aujourd'hui n'est qu'une étape, et que la forme finale, nous la connaîtrons dans 10, 20, 50 ou 100 ans, ou jamais, mais que ce que l'on fait aujourd'hui n'est qu'une première étape. Et du coup, il faut absolument anticiper ce dont nous aurons besoin demain pour que la forme urbaine puisse encore permettre l'implantation des besoins en services ou en infrastructures.
Mais il ne sert à rien de juste prévoir une parcelle pour un futur équipement, il faut encore sécuriser cette parcelle. Donc, combien de villes on a vu des lotissements qui ont été faits sur des parcelles qui étaient pour construire qui un hôpital, qui une école. Donc, il faut pouvoir ensuite sécuriser les parcelles que l'on a identifiées pour les besoins futurs. Et enfin, lorsque l'on parle de forme urbaine, on parle de dessin de forme urbaine et on parle du besoin de dessiner l'espace public. L'espace public est devenu le parent pauvre de la ville et c'est justement par l'espace public que la ville doit se recréer et se redessiner. Donc portons notre attention au dessin même, à la forme de l'espace public, à la spatialité qu'on va lui donner. Si l'on regarde les grandes villes, les grands modèles urbains, les villes qui gagnent à travers le monde, les villes qui sont prises en exemple, vous pouvez regarder de Londres à New York, de Singapour à Zurich, vous pouvez regarder que toutes ces villes ont fait un effort. Le cas de Barcelone est extrêmement intéressant pour ça. Toutes ces villes ont fait un effort pour l'espace public. Et c'est par cet espace public, un espace ouvert à tous, que l'on pourra recréer la ville de demain. Voilà pour ces questions du pattern. On est entre le planning et le design. Les anglo-saxons séparent urban planning et urban design. On a tendance dans le monde francophone à ne pas les séparer et à utiliser les mêmes manières d'agir. Je pense que c'est nécessaire de voir si l'on parle à un niveau territorial et stratégique ou si l'on parle sur du projet à grande échelle, sur du design de la ville. Et cette vidéo aujourd'hui était bien là-dessus, sur les choix des patterns.